À l'origine de ce podcast, il y a une quête. Celle de mon père, celle du vôtre, celle des nôtres. Il y a l'envie d'interroger des gens pour savoir qui sont leurs pères et en leur parlant, de trouver des pistes pour comprendre comment se construit la paternité en tant que rôle social. Je crois maintenant, et Nathan le dit aussi, il y a 1000 relations possibles entre un parent et son enfant. Par contre, je crois que pour que cela fonctionne au mieux, il faut se poser des questions, reconnaître quand on se trompe, rectifier le tir. Je pense aussi qu'il est possible de choisir une autre voie que celle de la violence, de refuser les constructions genrées qui figent les parentalités, de ne pas faire culpabiliser ses enfants pour ce qu'on a vécu soi-même, de devenir un bon père, même quand on n'en a pas eu. Mais pour cela, encore une fois, il faut se poser des questions. Je suis Léa Aspect et je vous propose d'écouter Lettre au père, un podcast sur nos pères et sur ce qu'on aimerait leur dire. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Dans notre culture, la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne soient pas diffusés afin de protéger le règne du père. Mon père, ce héros au sourire si doux. Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon père aimait vraiment avoir une famille. Nathan m'a raconté l'histoire de son père et son parcours de résilience, de l'enfant qu'il était aux parents qu'il est devenu. Mon papa, il est né dans les Vosges en 1961. Il fait partie d'une famille nombreuse. Il a plusieurs frères et sœurs. C'est le troisième de 6 frères et sœurs en tout. Et il a aujourd'hui une sœur qui s'est suicidée à l'âge de 18 ans, donc ils sont plus que 5. Mon papa, il a été dans une famille, il a vécu une enfance assez compliquée. Il a eu un père qui était maltraitant, qui les a battus, qui les a humiliés. Et sa maman était, je pense, dans une forme de déni, ou en tout cas elle n'a pas su tout de suite se défaire de cet homme-là, donc elle a divorcé plus tard, mais je pense quand il était déjà majeur. Mon grand-père, il était intégré dans la société, il avait en effet un métier, il était professeur des écoles, mais c'est vrai qu'une fois qu'il était dans le foyer, ça se passait totalement autrement. Il y a eu un signalement qui a été fait quand il était enfant, mais qui n'a rien donné à l'époque. Il y avait moins de protection sur les enfants, moins d'investigation sur une quelconque maladie, et on mettait la poussière sous le tapis, quoi. Et en fait, de cette enfance-là, j'ai assez peu de détails sur l'histoire de mon papa. J'ai par exemple assez peu de détails sur l'enfance de ma tante qui était l'aînée de la famille, donc la sœur aînée de mon papa, et qui s'est sûrement suicidée à 18 ans, mais dans la famille par exemple, et quand je dis la famille, c'est aussi la famille élargie, c'était plus un accident qu'autre chose, mais pour mon papa c'est forcément un suicide. Et je pense qu'il y a eu une omerta aussi sur sa vie à elle, parce que c'était dans une volonté sûrement de protéger la famille, etc. Mais ça en dit long quand même sur le mal-être qu'elle a pu avoir, et en étant l'aînée particulièrement, je pense que ça a été, d'après ce que j'ai cru comprendre, beaucoup plus violent même que pour ses frères et sœurs, encore plus en tout cas. Donc mon papa, en fait, quand il raconte son enfance, c'est comme s'il y avait une certaine pudeur à nous raconter ou pas certaines choses. Et peut-être d'ailleurs que c'est mieux comme ça. J'ai par contre le souvenir
très précis de la première fois qu'il nous a parlé à mon petit frère, à moi. Je pense qu'il en avait déjà... Moi, j'ai 3 frères, donc je pense qu'il avait déjà discuté avec mes 2 grands frères aînés. Mais j'ai le souvenir très précis on était en voyage en Italie en famille. On partait pas souvent en voyage, mais là, c'était un peu la fête. Et je me rappelle très bien d'avoir une discussion sur une terrasse ensoleillée avec lui où on était ses 4 fils à côté et on a commencé à lui poser des questions sur son enfance. Et c'est la première fois que j'ai pris conscience des difficultés qu'il avait pu connaître, du fait qu'il avait été maltraité, violenté, insulté, humilié. Et ça a été quelque chose d'assez fondateur du coup dans notre relation, je dirais. En tout cas, moi, dans ma vie, là, ça fait partie des souvenirs très précis que j'ai. Et je devais avoir entre 7 et 8 ans, 6-7 ans, peut-être quelque chose comme ça. C'est aussi là que j'ai compris que peut-être que j'aurais pas tous les détails et que c'était très bien comme ça. Et c'est quelque chose, quand je dis qu'il y a une certaine pudeur et qu'on n'en parle pas tous les jours, ça veut pas dire non plus que je suis empêché d'en parler, parce qu'en fait, pour le coup, je viens d'une famille où la parole, elle est très libérée et il n'y a pas vraiment de tabou. Mais là-dessus, moi en tout cas, j'ose pas aller complètement dans l'investigation, quoi. Peut-être que c'est lié justement à aussi une protection de ma part d'apprendre des choses qui sont quand même de l'ordre vraiment de l'humiliation et de la maltraitance totale, et que du coup il y a peut-être des choses que j'ai pas envie de savoir en fait, qu'il aurait vécu ou qu'ils auraient vécu, ses frères et sœurs. Mais j'en sais suffisamment pour savoir que c'est quelque chose qui l'a profondément affecté et avec lequel il a dû composer toute sa vie. Avant que son grand-père ne décède, Nathan l'a rencontré avec son père à plusieurs reprises. J'ai eu l'occasion de rencontrer mon grand-père à la fin de sa vie, en tout cas de façon plus intime, mais sinon il venait de temps en temps en vacances chez nous. Il restait jamais très longtemps, et à contrario de mes autres grands-parents maternels, je suis jamais allé en vacances chez lui. Je l'ai assez peu connu en fait. Mais à la fin de sa vie, il avait des problèmes de santé assez importants. Il était en établissement de santé, et c'est vrai qu'il perdait la mémoire. Donc, mais je suis allé quelques fois lui rendre visite quand on allait dans les Vosges avec mon papa, et j'étais assez, d'ailleurs, touché par toute la bienveillance que pouvait avoir mon papa avec lui. Les mots de tendresse, les mouvements de tendresse même à son égard, en contraste de l'enfance qu'il avait pu avoir et de toute l'éducation qu'il avait pu donner à mon papa. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Mais d'ailleurs, de manière générale, quand mon père parle de son papa, il est assez bienveillant en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était déposé, qu'il avait vraiment fait un chemin de pardon. Et ça m'a toujours impressionné, parce que c'est pas facile le pardon, surtout quand on a connu son enfance à lui. C'est comme s'il y avait presque aucune colère, aucune haine, la colère il l'a mis ailleurs, je pense en tout cas, et il a plutôt été dans une volonté d'avoir des relations apaisées, de pardon avec ses parents. Je crois qu'après son parcours de résilience vis-à-vis de son enfance, si je puis dire, il est aussi beaucoup lié à sa croyance et à sa foi. Je pense que c'est un peu ce qui l'a sauvé. Mon papa, il a toujours été croyant. Enfin, il faisait partie d'une famille d'origine catholique, mais son père, à lui, a toujours, a voulu en tout cas rompre avec le catholicisme, et il était protestant. Et très vite, mon père, il a eu cette envie de devenir pasteur. Donc il a commencé ses études à 18 ans, et
5 ans plus tard, il était déjà pasteur. Et il a rencontré ma maman dans un camp de jeunes lié du coup à l'église. Et ils se sont mariés, ils avaient 22 et 20 ans, je crois. Ils ont eu un enfant très très jeune. Après, c'était une volonté de leur part. Et ils ont eu le deuxième, d'ailleurs, 1 an et demi, 2 ans après. Donc ça s'est très vite enchaîné. C'était pour eux assez évident d'avoir des enfants. Ils en ont eu 4 du coup en tout, ce qui est assez énorme quand même. Quand il a appris qu'il allait être père, forcément, enfin il a eu en tout cas une introspection aussi, et je crois qu'il en a beaucoup discuté avec ma maman d'ailleurs, de une certaine peur en fait de mais comment je vais réussir à être papa, comment je vais même toucher, prendre dans les bras mon bébé quand moi les seuls gestes que j'avais de la part de mon père ils étaient violents. Et il a écrit tout un carnet pendant la grossesse de mon frère aîné où il s'est posé toutes ces questions-là et où il dialoguait avec lui-même sur comment il allait réussir à être papa. C'était même pas être un bon père ou un mauvais père, je crois, c'était juste à être père, quoi. Et donc, forcément, oui, il y avait une démarche de sa part déjà d'être dans une remise en question et une déconstruction de ce qu'il avait pu connaître. En fait, c'est peut-être ça le secret, c'est d'être constamment en questionnement sur comment agir, comment faire différemment, comment refaire ce qui a été génial et à la fois défaire ce qui n'est pas viable. Et en fait, je dirais que tout au long de mon enfance, j'ai pu avoir la sensation d'avoir un papa qui se questionne énormément, qui se remet en question, qui des fois agit mal, des fois agit bien, mais qui va, s'il agit d'une façon qui ne va pas lui convenir, en tout cas qui ne va pas nous convenir, il va venir nous en parler, s'excuser, pleurer, et puis nous prendre dans les bras et nous dire qu'il nous aime. Donc en fait, il y a aucune vérité sur comment être père, enfin comment dire. C'est comme en amour, je pense qu'il y a plein de vérités, en tout cas il y a plein de possibles, et qu'il n'y a pas une façon d'être qui serait la solution miracle. Et c'est quelque chose à construire aussi en fonction de chaque personne, de chaque individu. Je parle en mon nom aujourd'hui, mais peut-être que mes frères diraient autre chose aussi, de leur enfance et de leur relation avec notre père. Avec Nathan, on a longuement évoqué la façon dont sa mère a soutenu son père dans la définition de son rôle parental. Il m'a aussi raconté comment tous deux se partageaient les tâches et les responsabilités au sein de la famille. Et ma maman, elle a été, je pense, fondamentale aussi dans la construction de notre famille et puis de lui en tant que papa, parce que justement il y avait ce dialogue et cette possibilité de parler qu'il n'avait pas forcément pu avoir avant. Et je sais aussi qu'il lui a tout de suite adressé justement ces questionnements vis-à-vis de comment être père, comment être un bon père, etc. Et ça a dû forger considérablement leur couple aussi. Et d'ailleurs ils sont toujours ensemble et d'ailleurs ils continuent de parler constamment, et je crois que ça fait partie des édifices les plus importants de leur couple, de parler, de communiquer, d'échanger. C'est vrai qu'ils ont été parents très jeunes, donc du coup je crois que ça a toujours été partie intégrante de leur gestion de vie, de famille, d'avoir des enfants, et ils ont su assez bien se répartir les rôles. Il y avait une prise de décision assez collégiale chez mes parents pour la gestion de la famille et pour notre éducation. C'était décidé en commun, par exemple, d'aller faire une activité à l'extérieur, et si c'était mon papa, c'était mon papa, et si c'était ma maman, c'était ma maman, mais j'ai pas eu ce modèle-là, en tout cas, d'un père qui est très absent dans le foyer et qui, du coup, va être beaucoup plus présent dans
dans des activités extérieures et qui d'ailleurs, c'est vrai que c'est une construction assez perverse parce qu'en fait ça donne ça peut donner en tout cas une présence au papa dans les choses faciles, alors que pour la maman ça va être plus compliqué dans l'éducation pure, si je puis dire. Et c'était pas le cas ça pour le coup avec mon papa. Après, ma maman quand même était beaucoup plus dans la gestion, je dirais. Ma mère tenait clairement la maison debout, hein. Enfin, en tout cas, sur la gestion, par exemple, du temps des tâches ménagères, etc., il a été... c'est quelqu'un qui les fait depuis toujours. Après, le travail avait une place très importante pour lui. Et donc, du coup, ma mère était quand même plus présente au foyer au quotidien que lui. Et ça, je sais pas si c'est... Enfin, je suis même assez sûr que c'est pas un positionnement masculiniste de sa part. C'est plus son travail est tellement important pour lui que oui, c'est clairement des fois, ça a été un échappatoire déjà pour sa propre construction, je pense, et en plus aussi des fois dans la vie de famille. C'est quelqu'un qui adore travailler, qui je pense, ça sera compliqué le jour où il aura plus son travail, par exemple, pour retrouver certains repères, etc. Sur la gestion aussi, mon papa, c'est quelqu'un qui est assez rêveur, étourdi, et qui du coup va pouvoir des fois oublier certaines choses. C'est arrivé déjà qu'il m'oubliait à l'école quand il devait aller me chercher, alors que ça faisait partie des tâches qu'il avait vraiment intégrées depuis des mois, quoi. À la sortie de son travail, moi je sortais de la danse, c'était acté que c'était lui qui devait venir me chercher. C'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois qu'il soit pas là. Et qu'il rentre à la maison et que ma mère dise mais mince, en fait il est où là Nathan, enfin c'est quoi ce délire? Et qu'il dise ah merde, ouais, je y retourne. Donc en fait je mets, enfin du coup j'ai toujours eu cette figure là de mon papa qui était rêveur et qui oui des fois était dans ses pensées et pas du tout pour le coup pas du tout avec nous dans ces moments-là. Mais je l'ai pas vécu comme une violence, en fait. Je me suis pas senti humilié quand il m'a oublié à l'école. On en a plus rigolé. C'est pas anodin non plus d'oublier son enfant, mais ouais, en tout cas, j'ai pas du tout une quelconque amertume vis-à-vis de ça. Mon papa aussi, il a un métier où il gagne le SMIC. Donc c'était plutôt ma maman qui avait un salaire haut. Mon papa ramenait entre guillemets assez peu d'argent. Et en fait, j'entendais quand même tous les 15 du mois qu'on était dans le rouge. et en fait, mon papa, je pense qu'il avait pas vraiment de notion là-dessus. Je sais pas comment dire. En fait, il s'en fout de l'argent. Clairement. C'était très posé pour lui, ça. Et par exemple, il faisait que nous dire que on était riches. Et en fait, il avait raison si on prend les chiffres vraiment notre situation par rapport à la situation mondiale. Mais nous, ça nous faisait rigoler, mais au plus haut point, qu'ils nous disent qu'on était riches, parce qu'on savait très bien que, en comparaison d'autres familles autour de nous, on n'était pas du tout riches. Mais voilà, donc du coup, je crois que lui, par exemple sur l'argent, c'était quelque chose de pas du tout fondamental, et que ça veut dire aussi quelque chose de lui, c'est qu'il mettait l'importance ailleurs aussi. Il y avait des valeurs très fortes comme ça qui faisaient partie de notre quotidien. Déjà le fait d'en parler, de mettre des mots dessus, sur ces valeurs, c'était un premier fondement, et en plus, après dans notre façon de vivre aussi. Je pense qu'il y avait des valeurs très présentes chez lui, de partage,
de générosité, d'amour. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup transmis, de par aussi son regard du monde, si je puis dire, son analyse du monde. C'était quelqu'un de très politisé. Par exemple, mon papa, en fait, je crois que chacun de nous, on l'est du coup. Parce que la question, par exemple, de la justice sociale, enfin en tout cas, la révolution qu'il pouvait avoir vis-à-vis de l'injustice, c'est quelque chose qu'il a su nous transmettre. Et pas que de l'injustice du tout dans notre foyer, de l'injustice à travers la société. Et en fait, je crois aussi qu'une des valeurs fondamentales, c'est le lien. Mon papa et mes parents ont su me donner les outils pour savoir créer du lien. D'avoir une attention, en fait, et une considération pour toutes et tous. C'est quelqu'un aussi de très tendre, mon papa, qui, du coup, à contrario de son propre père, a su nous prendre dans ses bras, a su nous toucher, en fait. Et du coup, j'ai eu un père très tendre, et j'ai eu un père très présent aussi sur ce terrain-là, alors que c'est plutôt quelque chose que dans nos sociétés, on a plutôt laissé à la maman. Pour le coup, mon papa, il a eu un parcours avec une enfance très compliquée, et pourtant, il a su complètement déconstruire ça, et avoir une toute autre paternité. Jamais mon papa m'a fait culpabiliser de l'enfance qu'il a eue. À comparer, par exemple, toute la chance que je pouvais avoir dans mon enfance. Jamais. Et ça, c'est de l'or. Parce que c'est un réflexe chez l'être humain de comparer aussi. Et c'est pas toujours intelligent. Lors de mon enfance, moi j'ai quitté le foyer à 10 ans parce que je suis allé vivre en internat pour faire une école de danse. Et ma maman me manquait énormément. Mais heureusement que mon papa a été là aussi parce que j'ai fait beaucoup de trajets en train avec lui. Lui était amené à être sur Paris pour le travail aussi. En fait, du coup, on a aussi créé cette relation-là. Et il m'a vu pleurer, il m'a vu être en détresse à l'idée de rejoindre l'internat, ou en tout cas d'être seul la semaine sans ma famille. Et il a su trouver les mots et la tendresse à ce moment-là pour me rassurer. Et puis, il a su construire des moments privilégiés avec chacun de ses fils. Moi j'ai le souvenir, par exemple, c'est tout bête comme anecdote, mais pareil, j'étais assez petit, assez jeune, mais on était en vacances à la montagne et puis on regardait un beau ciel étoilé et puis je sais plus trop comment c'est venu, mais je lui dis c'est vraiment beau ces étoiles. Puis il m'a dit oui, mais oui, c'est magnifique, et si tu veux, ça sera notre secret à tous les deux. Et c'est tout bête en fait comme anecdote, mais ça montrait aussi son intention de créer des instants et des moments d'intimité et avec chacun de ses fils en fait. Avec un autre de mes frères, il lisait beaucoup d'histoires. Par exemple, pendant très longtemps, il lui a lu tous les Harry Potter, etc. Et en fait, avec chacun de mes frères comme ça, il a su créer des intimités. Alors qu'on était une famille nombreuse, et alors que c'est pas forcément évident quand on est 6 dans le foyer. Et ça, c'est aussi quelque chose de très fort. Et je crois que c'est aussi quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer de construire, et que j'essaye d'ailleurs de construire au quotidien dans chacune de mes relations, c'est qu'en fait, chaque relation est spécifique parce que, de par notre construction et nos déterminismes, et en fait,
c'est très important je crois, de savoir s'adapter, de savoir construire quelque chose d'unique dans chaque relation aussi. Et moi, en tout cas, si un jour je suis papa, je crois que j'aurai cette volonté-là de... Tout ne peut pas être parfait, mais en tout cas, il y a des choses qui se construisent avec une personne qui n'appartiennent qu'à cette relation-là, en fait. Ouais. Ouais, je crois qu'en fait, je sais que je peux compter sur lui. Et ça, c'est immense. Je me suis construit comme étant quelqu'un de très confiant dans la vie. Et c'est vrai que j'ai la chance, pour le coup, d'avoir une certaine tranquillité. Alors bien sûr, il y a des moments de la vie où je doute et qui vont être plus durs que d'autres, mais en fait, c'est comme si... les bases que j'ai eues et l'amour que j'ai reçu, et ça m'a permis de me construire dans cette confiance-là. De me sentir capable, en tout cas, de pouvoir surmonter les difficultés. Et ça, je me rends compte à quel point c'est vraiment une chance énorme. C'est quelque chose que j'ai très envie de transmettre, justement, de pouvoir essayer, en tout cas, de tout faire, de faire en sorte que mon enfant aura cette possibilité-là de se sentir en sécurité, en fait, dans sa propre construction, et donc du coup de pas être rongé de doutes et d'angoisse. Ouais. Depuis quelques années, on a fait une demande pour avoir un agrément pour adopter avec ma compagne, enfin mon épouse, et en fait, quand tu fais de la demande d'agrément, tu as tout un processus de suivi psychologique et social, et moi j'ai envie de dire, mais tout parent devrait faire ce suivi-là, parce qu'il est mais fondamental. En fait, tu t'en viens à te poser des questions sur justement la transmission, l'éducation, que tu ne vas pas forcément faire quand tu n'es pas dans cette démarche-là d'adoption. Mais c'est quand même quelque chose de hyper important d'être parent. Et c'est pas simple. Et on n'a pas du tout toutes les clés. Et d'ailleurs, en fait, je crois que on ne naît pas parent, on le devient, en fait. Si je peux paraphraser Simone de Beauvoir. Même si moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir une éducation où j'ai manqué de rien et où j'ai eu beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et ça m'a permis de me construire dans une certaine stabilité, ça reste qu'en fait, je ne sais pas comment être papa. Et je vais apprendre à l'être, et je vais devoir rectifier des choses, et je vais devoir constamment m'adapter et avoir une parentalité vivante, en fait. Ce qui m'a le plus frappé quand j'ai rencontré Nathan, c'est sa sérénité, cette confiance qu'il a aussi appelée tranquillité, et qui se caractérise par une façon d'être présent au monde, sûr de qui il est parmi les autres et de ce qu'il veut pour sa vie. Une sérénité qui ne l'empêche pas, au contraire, de se remettre en question et d'essayer de faire mieux. Cette sérénité, ce sont ses parents qui la lui ont transmise. Tout au long de notre conversation, dont vous venez d'écouter de longs extraits, j'ai senti à quel point le père de Nathan l'avait aidé à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Il a aidé son fils à se trouver lui-même, sans hésiter à se questionner, à évoluer en tant que parent, malgré l'enfance terrible qu'il a lui-même connue. Je trouve finalement que c'est ça qui définit un bon père, un bon parent. C'est quelqu'un qui s'ajuste en permanence pour accompagner l'éclosion d'une personne. Pour citer Nathan, quelqu'un qui fait le choix d'une parentalité vivante, qui choisit la vie avant tout et malgré toutes ses difficultés. Comme à chaque épisode, j'ai demandé à Nathan ce qu'il souhaitait dire à son père, si seulement il le pouvait.
Moi, ça fait tout de suite remonter de l'émotion. Je pense que je lui dirais merci. Et que je l'aime profondément. Et que j'ai envie d'essayer d'être un père aussi aimant que lui. Et que j'ai beaucoup d'admiration par rapport à son parcours à lui. Que je trouve qu'il a su faire quelque chose de formidable en fait, alors que il a vécu des choses horribles et oui, j'ai une profonde admiration pour lui. Surtout que c'est peut-être quelque chose que je lui ai pas forcément dit en fait. Donc ça me fait penser qu'il faut que je lui dise. Et d'ailleurs j'incite tout le monde à... C'est très important quand on a des choses à dire, à aller les dire en fait. Parce qu'il faut pas les garder pour soi et moi voilà. Moi je crois que peut-être que je vais lui dire à travers ce podcast, mais je vais aller lui rappeler que je l'admire profondément. Ouais. Cet épisode clôt la première saison de Lettres au père. Je suis heureuse que vous puissiez l'entendre. Moi, il m'enveloppe d'espoir et me donne l'envie de faire famille, de ne jamais cesser de nourrir des liens particuliers et précieux avec les gens qui m'entourent. Je vous dis à bientôt et vous laisse avec ces quelques mots de Nathan qui s'adresse aux hommes et notamment aux pères et à ceux qui souhaitent le devenir. Si les hommes arrivent à aujourd'hui lâcher sur des terrains qui leur sont prédestinés par exemple, ou en tout cas dans des cases dans lesquelles on les range, c'est que libérateur en fait.